Bonjour Olivia Morel. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Vous êtes auteur de Où es-tu maman aux éditions du Rocher, Oui. livre témoignage très puissant, très émouvant, dans lequel, je le disais, vous racontez votre parcours, donc cette peur de l'abandon qui vous a animé tout au long de votre enfance, la quête de votre mère biologique, votre combat actuel contre la GPA, ce combat que vous portez de manière très forte aujourd'hui. Vous êtes d'ailleurs porte-parole de la déclaration de Casablanca. Ça fait quelques années que vous avez décidé de partager votre histoire, d'abord sur les réseaux sociaux, dans les médias. Vous l'avez d'ailleurs fait dans cette émission. Et puis maintenant dans ce livre. Pourquoi avoir décidé de vous engager corps et âme contre la GPA ? Vous lancez même aujourd'hui un appel à son abolition universelle. Alors j'ai décidé de lutter pour l'abolition universelle de la gestation pour autrui parce que je sais que ça peut causer des troubles aux enfants nés par gestation pour autrui, mais aussi parce qu'une femme n'est pas un vaisseau gestationnel pour les riches. Tout simplement. Vous décrivez dans ce livre, à propos de la GPA, vous parlez d'une pratique que vous jugez immorale, mercantile et finalement complètement sans scrupules. Oui, absolument, mais c'est ce que c'est. On achète, on vend des êtres humains, on loue des utérus, et il y a, c'est un marché extrêmement lucratif où on ne prend pas en compte l'aspect psychologique de l'enfant à naître, son intérêt supérieur, ni aussi la mère porteuse, ses besoins, et aussi tous les effets que ça peut produire sur la mère porteuse. Il y a effectivement deux questions, clairement, dans ce livre. D'abord, le sort des mères porteuses, et puis les conséquences de cette pratique sur, effectivement, les enfants. Et vous savez de quoi vous parlez. C'est le début de vos interrogations, le début de vos recherches. C'est ça qui vous a animé pendant toute votre enfance, c'est ce manque de lien avec vos parents, cette peur permanente de l'abandon. C'est cette peur permanente de l'abandon, et c'est aussi l'arrachement de mes racines, de mon identité. C'est cette crise identitaire qui a vraiment causé beaucoup de problèmes. Quelque chose que vous avez ressenti dans votre corps, dans votre esprit, dans mes tripes. Comment cela s'est manifesté ? Que toute petite, déjà, j'écrivais j'avais un journal intime, j'écrivais « Je ne suis pas française, je suis américaine ». Donc déjà très petite, je manifestais le fait que je n'étais pas du tout française et que j'étais américaine. Et donc voilà, j'étais une enfant très perturbée. Comment êtes-vous parvenu à la conviction que ce mal-être, là aussi dont vous parlez assez largement dans ce livre, comment êtes-vous parvenu à la conviction que c'était la conséquence directe de la GPA ? Alors parce que j'ai suivi une psychanalyse, et que je suis suivie encore d'ailleurs par une psychanalyse et un psychiatre qui sont là pour moi et qui m'épaulent dans le chemin de la reconstruction, de ma reconstruction. Mais on revient toujours à la même chose, c'est la séparation de ma mère que j'ai eu à subir à la naissance. Mais il y a quelque chose de l'ordre de l'intuition dans ce que vous décrivez. Oui, bien sûr, c'était de l'intuition jusqu'à mes 30 ans quand j'ai eu le test ADN et que j'ai eu la preuve irréfutable que j'étais née par gestation pour autrui. Mais oui, c'était de l'intuition, c'est inné. Mais c'est comme les enfants qui sont nés, qui malheureusement sont adoptés, qui sont abandonnés. Ils le savent à l'intérieur d'eux. Ils ont l'appel de leur gène. Ils ont besoin d'aller dans leur pays pour la majorité d'entre eux. Ils ont besoin de connaître leurs racines. Moi, c'est exactement la même chose. Vous avez aujourd'hui la conviction que la GPA est un facteur qui favorise l'apparition de troubles psychologiques. C'est votre témoignage et c'est votre conviction. Alors c'est ma conviction. Après, il n'y a pas d'études sur les enfants nés par gestation pour autrui. Donc il faudrait peut-être commencer par là, étudier un petit peu ce que ça peut provoquer. Mais oui, quand on sépare un enfant de sa mère à la naissance, ça ne peut que provoquer des troubles psychologiques plus tard. On nous bassine à longueur de temps quand on est enceinte. Naturellement, on va avoir un enfant. Chaque mère qui a eu un enfant le sait. On dit il faut parler à l'enfant, il faut lui jouer de la musique, il faut lui mettre du Mozart, il faut faire attention à ce qu'on mange, et voilà, parce qu'il faut continuer à lui parler, parce qu'ensuite il faut savoir que, et ça c'est mon amie Marie-Estelle Dupont que peut-être vous connaissez, qui est intervenue effectivement sur ce plateau, évidemment, qui est adorable, qui dit que la voix de la mère stimule plus qu'aucune autre les aires cérébrales de l'enfant, et c'est ce qui va favoriser son bon développement. Donc évidemment que ça va causer un trouble, évidemment, et puis d'arracher l'identité à un enfant qui va devoir aller rechercher son identité toute sa vie. On ne peut pas se construire sans savoir d'où on vient. C'est impossible. Donc oui, évidemment que ça provoque des troubles psychologiques qui sont assez graves. Alors je ne dis pas que ça va apparaître dans tous les enfants, évidemment, mais ça peut apparaître par exemple dans la génération d'après, parce que ce sont des traumatismes qui sont transgénérationnels. Vous avez rencontré beaucoup de personnes nées
de GPA. Oui. Vous avez recueilli également le témoignage de femmes directement concernées, de mères porteuses, et également parlé avec beaucoup de médecins. Et ce que vous décrivez dans ce livre, c'est un système dans lequel finalement la voix de ces mères porteuses, elle est quasiment pas entendue. Tout est tourné, expliquez-vous, vers le business. Alors tout est tourné vers le business. Elles ne sont pas entendues parce qu'elles ne peuvent pas parler. Elles ne peuvent pas parler parce qu'elles sont pieds et poings liés par un contrat juridique dans lequel elles ont signé une clause de confidentialité et elles ne peuvent pas parler. Elles ne peuvent pas parler, sinon, malheureusement, elles sont traduites devant la justice et elles sont attaquées et elles ne peuvent pas payer des frais d'avocat. C'est impossible. Donc, elles sont réduites au silence. Et vous dites également dans ce livre, la majorité de ces intervenants, les intervenants de la GPA n'appartiennent pas au domaine médical, mais relèvent de la sphère marchande. Oui. Quelle est la part d'intervention des médecins dans une GPA ? Alors, elle n'est pas marginale, elle est indispensable. Le médecin, en réalité, si demain les médecins arrêtaient de faire de la gestation pour autrui, il n'y aurait plus de gestation pour autrui. Mais si les médecins faisaient vraiment leur boulot, c'est-à-dire soigner, c'est-à-dire guérir, aujourd'hui, un médecin ne guérit pas et ne traite pas l'infertilité avec la gestation pour autrui. Parce que ce qui se passe, c'est que les parents d'intention qui sont infertiles ressortent avec un enfant, mais ils sont toujours infertiles. On est d'accord. Donc, ils ne font pas leur travail, les médecins. Par contre, ils participent à un business très très lucratif qui est estimé à 195 milliards de dollars en 2034. Et ça, c'est terrible. Donc, ils font partie de ce commerce. Et qui concerne un nombre grandissant de femmes. Vous parlez de tout un système d'exploitation et vous racontez également comment sont recrutées ces mères porteuses. Oui, elles sont recrutées sur la base de critères physiques. Si elles sont blondes, si elles sont brunes, la couleur de leurs yeux, leur intelligence. Leurs antécédents de santé. Leurs antécédents de santé, comment elles ont accouché, si elles ont eu des enfants. Il y a une longue liste de critères sur lesquels elles sont choisies. Avec également des injections hormonales qui vont ensuite être pratiquées pendant toute la durée de la grossesse, au mépris de la santé de On n'a encore une fois, aucune étude sur les effets de ces grandes doses d'hormones qui sont injectées à ces femmes. Aucune. Donc on ne sait pas ce que ça va leur causer sur le court, moyen, long terme, ce qui est gravissime aujourd'hui. On n'a jamais vu ça dans la médecine. Normalement, on fait des études, puis ensuite on administre des médicaments. Je veux juste revenir sur un médicament qui s'appelle le Lupron. C'est un médicament qui est donné dans le cas de bloqueur de puberté. C'est un bloqueur de puberté. Et dans le cas de cancer de prostate avancé. Bon, bref. Et la FDA, donc Federal Drug Administration aux États-Unis, n'autorise pas ce médicament à être donné pendant une gestation pour autrui. Pourtant, ce médicament est administré aux mères porteuses. Et ça a fait un scandale parce qu'il y a beaucoup de femmes qui se sont regroupées et qui ont décrit des effets secondaires absolument terribles, comme la maladie des os brisés, comme des chutes de dents, des douleurs chroniques, bref, une longue liste d'effets secondaires. C'est un scandale médical insupportable et on n'entend pas parler. Qui est passé sous silence. Qui est passé sous le silence complètement. Dans ce livre, vous parlez également de ce que vous appelez les fermes à GPA. Oui. Et là, vous donnez des exemples très concrets en Inde, au Nigeria, au Népal ou même en Géorgie, je crois. De quoi est-ce qu'il s'agit précisément ? Alors, il s'agit de femmes qui sont mises dans des maisons ou dans des appartements et qui doivent rester du début jusqu'à la fin de la grossesse pour donner les enfants à des parents commanditaires. Donc elles sont coincées, elles sont bourrées d'hormones et elles sont forcées à accoucher pour justement participer à malheureusement pour nous redonner le bébé à la fin à des couples d'intention. Alors il y a en plus récemment il y a eu des cas absolument horribles. Je pense notamment à le dernier cas, c'était la semaine dernière. 100 femmes ont été forcées de Thaïlande, donc elles ont été trafiquées de Thaïlande en Géorgie dans justement une ferme à gestation pour autrui. Elles ont été bourrées d'hormones, on a ponctionné leurs ovocytes. Bref, une catastrophe c'est tellement catastrophique et c'est tellement insupportable que la rapporteuse spéciale aux Nations Unies de la violence faite aux femmes et aux filles s'est emparée du sujet de la gestation pour autrui pour son rapport annuel en 2025. C'est devenu un fléau assez grave et je pense aussi à l'Ukraine. Alors l'Ukraine justement, effectivement, c'est devenu parce que là-bas c'est légal en Ukraine pour les couples hétérosexuels. Oui.
c'est devenu effectivement un lieu privilégié pour la GPA, avec notamment des couples français qui y ont recours. Oui. Est-ce qu'on sait déjà quelle est l'ampleur du phénomène ? C'est énorme. C'est un marché qui est énorme là-bas. De toute façon, moi, je dis toujours, l'Ukraine, c'est le plateau tournant du trafic des êtres humains. C'est l'endroit parfait. Et d'ailleurs, je vais citer le directeur de Biotexcom en Ukraine, qui est une des plus grosses agences de gestation pour autrui en Ukraine, qui d'ailleurs, c'est l'agence qui a fait la promotion Black Friday, hein, si on se souvient bien, il y a quelques années pour la gestation pour autrui. Il dit: nous recherchons des femmes dans les anciennes républiques soviétiques parce que logiquement, elles doivent venir d'endroits plus pauvres que nos clients. Je n'ai pas rencontré une seule femme ayant une bonne situation économique qui ait décidé de suivre ce processus par gentillesse ou parce qu'elle a suffisamment d'enfants et qu'elle veut aider quelqu'un d'autre qui en veut. Donc ça vous montre bien qu'ils sont vraiment, ils en ont rien à faire de la femme. Il y a un business. Et il y a un business. Juteux. Mais c'est juteux, mais c'est des milliards. On parle de milliards. Une GPA, c'est combien ? C'est 40, 50 000 euros ? Ça dépend. Si vous allez en Ukraine, 35 000 euros, vous avez un bébé. Voilà. Vous allez en Afrique, peut-être pour 7 000 euros, vous avez un bébé. Et si vous allez aux États-Unis, c'est 200 000, 300 000. Ça va dépendre de ce que vous voulez exactement, une couleur de yeux, de cheveux. Est-ce que, Olivia Morel, ce combat que vous portez, ce message, est-ce qu'il rencontre un écho dans la sphère politique ? Oui. Alors aujourd'hui, ce qui est assez chouette, c'est qu'en France, on a Valérie Boyer, une sénatrice des Républicains, oui, qui nous suit, et avec qui on a fait une proposition de loi, donc qui est là et on attend juste qu'elle soit mise à l'ordre du jour. Une proposition de loi pour interdire. C'est déjà interdit en France. Alors c'est interdit en France, mais qu'est-ce que ça viendrait apporter ? Ça viendrait apporter déjà une interdiction un peu plus stricte de la gestation pour autrui. Ensuite, ça interdirait les Français d'aller à l'étranger et revenir avec un enfant. Exactement comme l'Italie l'a fait récemment. L'Italie a passé une loi absolument parfaite où aucun de ses ressortissants peuvent aller à l'étranger et revenir avec un enfant sous peine d'emprisonnement. Vous voulez interdire le recours à la GPA à l'étranger ? C'est exactement, quelque chose qui est parce que c'est totalement hypocrite. Généralisé. Oui, c'est hypocrite. On va à l'étranger, on utilise une femme, on abuse d'une femme qui est souvent qui est pauvre, et on revient avec le bébé, on met la France devant le fait accompli, et il faut absolument reconnaître l'enfant en France. Donc aujourd'hui, je pense qu'il faut, sanctionner les personnes qui vont à l'étranger et qui reviennent avec un enfant. C'est très important. Les pro-GPA, et il y en a beaucoup, affirment que, justement, à rebours de ce que vous dites, les GPA pratiqués à l'étranger, il y a de plus en plus de personnes qui montrent qu'en réalité, cela n'a pas d'effet de troubles psychologiques, que c'est tout à fait acceptable. Qu'est-ce que vous leur répondez ? J'aimerais bien voir les études, parce que je ne les ai pas encore vues. En tout cas, ils disent qu'ils n'ont pas observé dans les témoignages de troubles. Vous pensez que ils se trompent, ils mentent ? Je pense pas que. Alors, j'ose espérer qu'ils ne mentent pas, et je pense qu'ils se trompent. Mais malheureusement, aujourd'hui, la réalité, c'est que dans les contrats, je l'ai dit comme au début, ces femmes, ces mères porteuses, elles ne peuvent pas parler parce qu'elles elles ont interdiction de parler. Elles n'ont pas assez d'argent pour pouvoir aller en justice et lutter et parler ouvertement. Dernière question extrêmement rapidement, Olivia Morel. Est-ce que vous croyez à la possibilité d'une GPA éthique, ou bien est-ce que là aussi, selon vous, c'est plutôt un mensonge ? Comme le docteur René Friedman le dit très bien, non, il n'y a pas de GPA éthique. Ça n'existe pas. Par contre, il y a c'est un mensonge, et c'est quelque chose qu'on essaie de nous faire avaler par les médias aussi, beaucoup, médias mainstream, avec des belles histoires, mais c'est pas parce qu'il y a de belles histoires et c'est pas parce qu'il y a des gens qui sont heureux que forcément la pratique est plus éthique pour autant. Il n'y a pas de moyen éthique de louer un corps, il n'y a pas de moyen éthique de vendre et d'acheter un enfant, et ça doit être aboli, absolument. Merci beaucoup, Olivia Morel. Je rappelle le titre de votre livre, ça s'appelle « Où es-tu maman ? Le témoignage poignant d'une femme née par GPA ». C'est aux éditions du Rocher, et c'est un livre qui est à retrouver en librairie. Merci beaucoup. Merci à vous pour votre témoignage dans notre émission. C'est la fin de Point de vue. On se retrouve bien sûr demain, toujours à midi, et toujours sur le Figaro TV. Excellent après-midi à tous.